Donc voilà, celui-là marche. J'ai été frappé par ce premier débat, effectivement, où personne n'a parlé d'Europe pendant les 2 heures de débat. C'est assez inquiétant. La seule mention de l'Europe, c'était Maastricht, pour parler des critères, des fameux critères de convergence. Si on analyse ce qui s'est passé sur Twitter, 550 000 tweets à propos de ce débat, 550 000 tweets, 431 qui contenaient l'expression Union européenne. Et le tweet le plus populaire quand on parle de l'Union européenne, c'est celui de Florent Philippot, qui justement s'inquiétait du fait qu'on n'ait pas parlé de l'Europe pendant ce débat, mais c'est quand même le tweet qui était le plus populaire. Donc ça en dit long, effectivement, sur la place du projet européen dans le débat politique aujourd'hui. Autour de moi, pour parler de ce première thématique, à ma gauche, Sylvie Goulard, eurodéputée, membre de la commission pour la lutte contre la pauvreté au Parlement. Pas seulement, notamment. Vous avez écrit un livre majeur pour aider justement à évangéliser, ou en tout cas rendre plus accessible l'Europe, qui s'appelle l'Europe pour les nuls, qui en est à sa 3e édition, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est un ouvrage que tout le monde devrait lire, avec une préface effectivement de Daniel, dénommé Dany pour les intimes, effectivement, on ne présente plus, ex-eurodéputé, chroniqueur à 16h, à 7h55 sur Europe 1, pour essayer justement de véhiculer sa passion pour l'Europe. Et puis à ma droite, Joe Leinen, eurodéputé également, donc beaucoup de représentants finalement de vous tous. Joe, qui est député allemand, siégeant dans le groupe SND, mais qui parle très très bien français puisqu'il a habité très longtemps dans son enfance à la frontière franco-allemande et qui partagera justement son idéal européen avec nous aujourd'hui. Peut-être Guillaume, je ne te présente plus, je pense que tout le monde connaît Guillaume aujourd'hui. Peut-être première question, enfin, on a parlé beaucoup du Brexit ce matin. Ce qui m'a frappé dans la feuille de route, c'est effectivement le fait qu'on fait le constat d'un déficit démocratique au sein de l'Union. On ne peut pas dire que les citoyens n'étaient pas au cœur de ce référendum qui a été organisé en Angleterre, puisqu'on a eu un taux de participation de 72%. Hein, c'est pas rien pour ce référendum, mais c'est quand même le Brexit qui a gagné. Donc qu'est-ce qui n'a pas marché? Peut-être Daniel, tu peux nous dire ce qui, à ton avis, n'a pas fonctionné dans ce référendum, et surtout comment on peut se prémunir d'un Frexit ou d'une sortie d'un autre État membre, puisque aujourd'hui, visiblement, c'est possible. Je crois que si on veut comprendre ce qui s'est passé en Angleterre, il faut revoir toute l'histoire des débats en Angleterre sur l'Europe. En fait, dès le début, la participation de l'Angleterre à l'Europe, au marché commun et plus tard à l'Union européenne, c'est toujours à reculons. En fait, le discours majeur des grandes forces politiques était un discours au mieux a-européen, s'il n'était pas en permanence anti-européen. Et le fameux « I want my money back » en a été l'expression dès le début, c'est-à-dire, et l'erreur d'abord des Européens a été de laisser faire, de laisser se développer cette idée d'une Europe à la carte. À partir du moment où vous avez une Europe à la carte, en Angleterre en permanence, le débat public était « voilà ce qu'on veut retirer de nos obligations européennes ». Donc à la fin, comme même Cameron, dans ses derniers mois de négociations avec l'Union européenne, disait pourquoi il fallait renégocier, parce que de la manière dont existait l'Angleterre dans l'Union européenne, c'était quelque chose de négatif. À la fin, une majorité d'Anglais se sont tournés vers ceux qui définissaient le plus clairement, disons, l'aura négative et l'influence négative de l'Union européenne sur la situation, la vie des Anglais. Enfin, on est aberrant. Les derniers événements, l'Europe veut décider une politique contre le dumping chinois sur dans la sidérurgie. Qui s'y oppose?
c'est Cameron. Et à la fin, où le Brexit a le plus de voix, c'est dans la région de la sidérurgie en Angleterre. Donc et c'est en permanence, vous pouvez démontrer cela. Quand sur le débat sur, disons, les ouvriers ou le travail des ouvriers polonais ou des ouvriers en Europe, c'est toujours l'Angleterre qui défendait la position la plus libérale, etc. Et après, on dit, mais c'est l'Europe qui nous oblige à avoir cette politique. Donc, la logique est, la classe politique anglaise a toujours été d'une méfiance incroyable, d'une malhonnêteté incroyable, jouant avec le mensonge quotidiennement sur la réalité européenne. Si pendant 20 ans on vous raconte toujours la même histoire, eh ben c'est pas surprenant qu'à la fin la majorité des Anglais disent bon ben ça n'a aucun sens. Voilà un peu l'histoire. Tout à fait. On va essayer effectivement de. Alors le diagnostic, je pense qu'il est effectivement tout à fait valable. Concrètement, comment on fait pour se prémunir d'une nouvelle sortie? Puisqu'il y a, vous parliez tout à l'heure effectivement des politiques anglaises qui sont forcément responsables de ce résultat. Sylvie Goulard, peut-être, vous êtes députée également. Comment vous arrivez à véhiculer ou en tout cas à faire le lien entre Bruxelles et vos électeurs finalement? Bon, d'abord, bonjour à tous. C'est un bonheur d'être là. D'abord, je voudrais dire juste une chose sur le Royaume-Uni. Nous devons vraiment éviter de nous focaliser sur ce qu'ont fait ou n'ont pas fait les Britanniques. Nous en sommes à un stade où le référendum est un fait avéré. Et nous poser un peu de questions sur nous-mêmes, parce que ça a été très bien dit tout à l'heure, l'Europe est toujours le bouc émissaire idéal, mais c'est aussi toujours l'occasion de se défausser sur quelqu'un d'autre. Donc à mon avis, la chose qu'il faut qu'on regarde le plus, c'est dans le fond, qu'est-ce qui ne va pas, et pas seulement qu'est-ce qui ne va pas chez les autres. Moi, j'avais écrit un petit bouquin qui s'appelle Goodbye Europe, qui est sorti avant le référendum, au mois de mai dernier, parce que j'estime très largement que si les choses ont tourné comme elles ont tourné au Royaume-Uni, c'est notre responsabilité. C'est la responsabilité de pays fondateurs qui, en 1950, je le rappelle, n'avaient pas associé le Royaume-Uni au prix de concessions sur la supranationalité. Et en fait, c'est la question qui nous est posée. Est-ce que nous sacrifions l'essentiel ou pas? Est-ce que nous y croyons nous-mêmes? C'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi j'ai intitulé mon bouquin Goodbye Europe, parce que ma préoccupation, ce n'est pas qu'à la limite un pays qui a des spécificités, Dany a tout à fait raison, qui a toujours eu un rapport un peu particulier à l'Europe, veuille le quitter. C'est que moi j'ai l'impression que dans la tête de beaucoup de gens, on l'a déjà quitté sur le continent. Le débat pour la présidentielle en général, pas seulement le débat d'avant-hier, mais est un débat absolument consternant. L'essentiel n'est pas débattu. Vous suivez ça de près, moi je le dis peut-être de manière plus grossière et intuitive, mais il est évident que nous n'accordons pas au sujet qui le mérite l'importance, enfin nous n'accordons pas au sujet l'importance qu'il mérite. Et c'est très clair à la fois, je dirais, sur l'Union européenne et sur la dimension internationale du changement que vivent nos pays. Je dirais que c'est le moment, si l'Europe n'avait pas été inventée, si l'Union européenne supranationale permettant d'agir au niveau global n'avait pas été inventée, ça serait probablement le moment d'y songer. Donc ça, c'est la première remarque. Arrêtons de penser que c'est la faute des autres. Essayons de voir ce que nous-mêmes nous pouvons apporter à la construction européenne. Alors, vous avez mentionné l'intergroupe de lutte contre la pauvreté auquel j'appartiens. Moi, je suis membre permanent de la Commission des affaires économiques et monétaires, mais je vais utiliser cette action, par exemple, j'étais à Marseille jeudi soir pour parler de lutte contre la pauvreté avec des acteurs de terrain, parce que j'ai l'impression que c'est un des moyens de remettre l'Europe à l'endroit. D'abord, si on lit le traité de Rome, parmi les objectifs du traité de Rome, il y avait tout simplement améliorer les conditions de vie et d'emploi des Européens. C'est simple, ça parle aux gens, on fait l'Europe pour améliorer votre vie. Est-ce qu'on l'a fait, oui ou non? Pendant des décennies, on a plutôt convergé. Et même si personne n'avait lu le préambule du traité de Rome, c'était, je dirais, l'acception dominante. Les personnes considéraient que, voilà, il y avait de la croissance. Si vous prenez des pays comme l'Italie, si vous prenez... Mais l'ensemble de nos pays ont vraiment bénéficié, y compris d'ailleurs, de la libéralisation. Moi, j'insiste là-dessus parce que je pense qu'en ce moment, on fait un certain nombre d'erreurs quand on pense, y compris Madame May, que c'est la reprise en main étatique qui va nous apporter le bonheur. Donc, la vraie question qui se pose pour nous maintenant, c'est comment nous touchons, non pas les publics qui sont ici aujourd'hui, mais comment nous touchons les autres. Comment nous touchons les gens les plus démunis,
les personnes les moins éduquées qui ont voté massivement pour le Brexit et qui, dans nos pays, votent massivement pour des partis qui leur apportent des solutions en apparence simples, en réalité simplistes, mais assez séduisantes. Donc qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'aller sur le terrain, on essaye d'aller discuter. Et moi, je travaille beaucoup avec ATD Quart Monde, qui vient en appui de notre intergroupe, et qui nous permet d'organiser toutes nos rencontres de décideurs avec des personnes démunies, avec des personnes ayant vécu dans la rue, ou même des personnes simplement vivant dans des conditions de précarité, des travailleurs pauvres, etc. Ça fait des discussions qui sont complètement différentes. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette intuition qu'avait eu le père Wresinski, qui a fondé ATD Quart Monde dans les années 50, dans des bidonvilles parisiens, qui était « on ne fait aucune politique de lutte contre la pauvreté sans associer les personnes démunies elles-mêmes », a été confirmé par des travaux du MIT, c'est quand même assez amusant, notamment les travaux d'Esther Duflo et d'Abhijit Banerjee, dont je vous recommande la lecture du livre « Repenser la pauvreté », qui est sorti au Seuil il y a quelques années, et qui démontre qu'à l'échelle du monde, d'après des études faites dans 18 pays émergents, et sur des politiques extrêmement variées qui vont de la santé, la lutte contre la malaria, à l'éducation, à la microfinance, etc., démontrent l'avantage qu'il y a d'associer les populations aux mesures qui les concernent. Donc j'arrête là, si ça vous intéresse, on peut y revenir. Je crois qu'il ne faut pas uniquement avoir des feuilles de route, Guillaume, avec beaucoup d'amitié pour... Je suis d'accord, mais ce qu'il faut, c'est changer la méthode. C'est radicalement changer la méthode. Alors justement, la transition est parfaite. Guillaume, il y a des élections européennes dans 3 ans, pas avant. Ça nous laisse quand même le temps de faire des choses. Comment on fait pour effectivement que les citoyens se réapproprient le projet européen, au-delà des beaux discours, au-delà d'une feuille de route qui est certes très claire et très précise? Qu'est-ce que concrètement on peut faire pour que les citoyens se réapproprient ce projet? D'abord, juste l'objectif de la feuille de route, c'est d'avoir une vision concrète, partagée, qui ait un impact à court, moyen et long terme sur la vie des citoyens européens. C'est-à-dire, si on n'a pas de vision, c'est très simple, on peut pas rassembler. Et donc, avoir une feuille de route commune, c'est quand même la base. Après, il y a une méthode, et il y a un changement de méthode, et il y a une conviction qui est partagée par l'ensemble des membres du mouvement du 9 mai, c'est que la réponse ne viendra pas des chefs d'État et de gouvernement, c'est plus possible. Les citoyens, dans des démocraties qui sont extraordinairement avancées, veulent une association qui est beaucoup plus continue. Même les élections tous les 5 ans, ça ne suffit plus. Et tout le monde est conscient qu'un référendum en soi, ce n'est pas satisfaisant. Et donc, il faut trouver de nouvelles méthodes d'association. Il faut que tous ceux qui considèrent qu'ils ont une responsabilité dans la société, comme ça c'est fait quand on a établi la République, les démocraties dans nos pays s'engagent, aillent sur le terrain et aillent débattre. Moi, c'est ce que j'ai commencé à faire à partir du référendum de 2005, dès 2004, en allant sur le terrain avec Cynthia, etc., où on est allé se confronter aux associations humanitaires, aux gens qui étaient dans la misère, etc. Cynthia s'en souvient, et depuis, on n'a jamais arrêté. Et donc, ça, il faut qu'on le fasse. Mais pour le faire, il faut qu'on partage des convictions communes, parce que les gens ont besoin aussi de voir qu'il y a des gens qui ont des idées, une vision, et que cette vision est partagée. Je pense que c'est un premier élément et c'est un élément clé. Si vous êtes tout seul à prêcher la bonne parole, c'est malheureux de le dire, mais vous n'êtes pas crédible. Donc il faut qu'on soit chacun ensemble, quitte à avoir des visions qui ne sont pas les mêmes et qu'on soit prêt à les confronter. Mais c'est nécessaire. Je pense qu'il faut aussi beaucoup de respect. Moi, le retour d'expérience que j'ai, je pense que Joe Leinen, Sylvie, Dany, Cynthia ont exactement la même, c'est que même les gens les plus démunis, ils ont envie de savoir, ils ont envie d'interagir, ils ont envie de challenger. Et il faut les respecter, il faut aller les voir, et ça peut devenir des alliés. Ça peut devenir des alliés, mais trop souvent, il y a une forme de mépris, il y a une forme de supériorité qui est le système tel qu'il est, puisque finalement, les médias, nous-mêmes, ne leur faisons pas suffisamment de place, et donc ils se sentent exclus. Et notre job, notre responsabilité, surtout ceux qui connaissent, c'est de voir comment inclure. Je crois que moi, dans mon travail quotidien, qui n'est pas un travail parlementaire, qui est un travail au sein de l'Union européenne de radio-télévision, je vais un peu partout en Europe. Et je vois que partout en Europe, même dans les pays nordiques les plus avancés, il y a un questionnement fondamental sur la démocratie. Et on a des démocraties qui ne sont plus inclusives. Et on ne sait plus, à l'heure de la mondialisation, comment inclure. Donc ça doit être notre préoccupation. Sur la feuille de route, ce qu'on a essayé de faire,
c'est de se poser un certain nombre de questions. D'abord, est-ce qu'on peut se penser ensemble si on n'a pas un minimum d'éducation civique commune? Je veux dire, au Royaume-Uni, la première question après le référendum, c'est quoi l'Union européenne? Et vous voyez que l'enseignement de l'Union européenne, quand il existe dans les États membres, est extrêmement inégal et on ne raconte pas la même chose. Donc comment les gens peuvent se penser ensemble si la base de nos valeurs, la base de nos institutions n'est pas comprise de la même manière? Et ça, c'est quelque chose d'important. Il y a un deuxième élément, c'est qu'il y a des institutions, il y a des élections, et on doit avoir, à l'occasion de ces élections, et notamment des élections européennes, et je pense que Dany en parlera, un minimum de transnationalité. C'est-à-dire qu'il faut que l'intérêt européen puisse s'exprimer à l'occasion des élections européennes. Et puis moi, je crois, David Van Der Broek n'est pas là, mais on est en train de travailler avec lui et le professeur Farrell sur des mécanismes d'association continue de tous les citoyens dans leur diversité à la réflexion sur l'avenir, les priorités que doivent avoir l'Union européenne, que doivent avoir nos nations et la manière de les articuler et comment on fait pour se penser européen ensemble. Et on vous fera dans les semaines qui viennent une proposition très concrète sur ce sujet. Merci Guillaume. Cynthia, on parle justement de cette feuille de route, de cette culture civique. Encore une fois, moi je suis le modeste porte-parole de l'opinion publique, où je l'ai été plutôt pendant 18 ans. Si on interroge les gens, vous l'avez fait en France, mais si on les interroge au niveau européen, il n'y en a que 38% au niveau européen qui estiment que leur voix compte au sein de l'Union. D'accord ? Une majorité d'entre eux également pensent que la démocratie au sein de l'Union ne fonctionne pas bien. En tout cas, ils ne sont pas satisfaits de la manière dont l'Union européenne fonctionne en termes démocratiques. Cynthia, est-ce que tu peux nous en dire plus sur votre volonté justement d'insuffler cette culture civique et surtout comment on fait pour... Quels sont les chiffres au niveau national? Oui, alors au niveau national, il y a une grande variation et effectivement, on peut avoir... alors ça dépend sur quelle question, mais sur la satisfaction avec la démocratie au niveau national. Au niveau national. Ah ben c'est simple. Non, il y a 10 points d'écart. Non, c'est pas vrai. Non, alors là, moi, ça suffit d'entendre des... Non, c'est pas... Il y a une vraie critique du politique au niveau européen et au niveau national, certes. Et donc, de ce point de vue-là, on peut, si vous le voulez, se rassurer des résultats. Simplement, il y a 10 points d'écart en termes de satisfaction, de la manière dont la démocratie fonctionne dans le pays par rapport à l'Europe. Et c'est au déficit de l'Europe. Et donc, 10 points d'écart. Donc, non, mais je ne vais pas tomber dans le piège. Simplement, il faut arrêter d'essayer de se trouver des excuses pour dire au niveau européen, ça ne va pas forcément bien, mais chez nous, ça va encore plus mal. Et c'est comme ça... Non, mais... Mais non, là, j'ai rien dit. J'ai simplement dit que si vous vous baladez en France, je le fais quand même assez souvent, ou en Allemagne, les gens ne sont pas satisfaits avec le fonctionnement de leur démocratie. Alors comme l'Europe est encore plus loin, ils sont encore moins satisfaits avec. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas satisfaits avec le fonctionnement de la démocratie. Et c'est vrai que l'Europe paye 2 fois plus que le niveau national. Exactement. Mais le problème, c'est l'insatisfaction. Et elle n'est pas simplement européenne. On est d'accord. C'est tout ce que je voulais dire. Je voudrais passer la parole à Cynthia, si c'est possible. Bonjour à tous. Pardonnez mon retard. J'ai la chance de vivre sur un bateau militaire, mais qui est très beau, mais très loin. Alors, donc, je voulais, de fait, la condition déceptive, pour le dire comme rapidement, de la démocratie, elle est d'abord quasi structurelle et aujourd'hui profondément actuelle au niveau national, au niveau européen. C'est quasiment mécanique, parce que c'est l'effet d'une représentation qui est de moins en moins ressentie comme légitime. Et Guillaume l'a dit, il y a une volonté aujourd'hui, c'est pour ça que c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on peut aussi se lamenter devant cet état de fait ou se dire, tiens, il y a un laboratoire là extraordinaire pour réinventer ce qu'est une citoyenneté active, la liberté des modernes, une nouvelle liberté des modernes, sachant que la liberté des modernes s'est construite plutôt sur un retrait, mais un retrait qui était une conquête, en disant, écoutez, moi, si j'ai envie d'aller à la plage aujourd'hui et pas d'aller aux affaires publiques, eh ben, je peux aller à la plage sans perdre ma citoyenneté. D'une certaine manière, je résume un peu rapidement, mais c'est ça, alors que la liberté des anciens était une liberté d'obligation aux affaires publiques. Aujourd'hui, on voit très bien que les citoyens ne veulent plus de ça. Ils ne veulent pas la liberté des anciens.
c'est trop restrictif, c'est trop normatif, mais ils ne veulent pas non plus la liberté des modernes, qui est une liberté de délégation qui en fait confine à un sentiment d'impuissance, de mauvaise représentativité, etc. Donc comment on invente cette démocratie plus continue? On a des outils. Notamment, on a un outil, mais qui est totalement sous-exploité. Et pourquoi? Parce que mécaniquement aussi, on n'a pas mis en place une vraie citoyenneté capacitaire en Europe. Vous avez le traité de Lisbonne, le droit d'initiative, article 11. Seulement, quand vous regardez ça, mais c'est un barnum extraordinaire, c'est fantastique. Mais il faut être juriste, constitutionnaliste, à ses heures, perdu. Mais si, enfin, on ne met pas en place une proposition recevable par les instances européennes comme ça, avec 1 million de citoyens, avec une pondération particulière, avec un certain type de protocole. Tout ça, ça demande de la formation, ça demande du temps, ça demande d'inventer. Moi, je reviens toujours à ça, mais je crois que l'Europe pourrait être un merveilleux laboratoire de ça, mais une modélisation économique de cette citoyenneté capacitaire. Et ça s'appelle une allocation universelle, ça s'appelle quelque chose qui fait qu'à un moment donné, vous pouvez véritablement faire que les ressources matérielles qui sont données par l'Europe, et il y en a même beaucoup, se transforment en ressources existentielles, c'est-à-dire qu'elles viennent changer votre vie. Et c'est ça une démocratie capacitaire, c'est quelque chose qui vient littéralement changer votre vie. Le souci, c'est que pendant longtemps, nous avons considéré que la citoyenneté était un implicite. En gros, ça viendrait avec. On faisait le marché et puis ça viendrait comme ça. En fait, c'est resté un impensé. Donc, de fait, nous ne l'avons pas pensé. Nous sommes soit dans une idéalisation fantastique, Jasper, l'Europe est sans frontières, etc. Soit précisément devant un mépris dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en gros, bon, les citoyens, ils sont sympathiques, mais ils nous ennuient et ils ne sont pas aptes. Et ça, c'est pas spécifique à l'Europe. Vous regardez tous les pionniers de la démocratie, ce qu'ils pensent du peuple, c'est pique-pendre. Donc, de fait, on invoque le peuple pour mieux, entre guillemets, le dégager. Donc, on a à penser ça aujourd'hui. Comment on invente ces vécus? Je crois que c'est ça aussi Europa Nova, c'est-à-dire que moi, la feuille de route, je l'ai ressentie comme ça, c'est-à-dire les nouvelles manières de réguler quelque chose. Les États-nations, si vous voulez, ils sont absolument dans la boucle. Les politiques, ils sont absolument dans la boucle. Ils ne sont pas nécessairement au même endroit. Ils sont pas nécessairement à l'initiative, ils sont dans la validation finale, dans la montée en généralité finale, etc. Ceux aujourd'hui qui prennent la main sur l'initiative et sur le pacte comme ça d'invention sociale démocratique, ce sont effectivement, on l'a dit souvent ici, les entrepreneurs, les chercheurs, enfin bref, la société civile, les ONG, etc., etc. Donc, d'aller travailler ça, quels sont nos vécus? On n'a quasiment aucun vécu ensemble sur l'enfance. Qu'est-ce qu'on vit avec un autre Européen aujourd'hui quand on n'est pas privilégié? Rien. On n'a pas de vécu commun au niveau de l'enfance. On n'a pas de vécu commun au niveau de l'adolescence. Donc on s'est déjà construit pendant 18 ans sans vécu commun avec les autres. Et puis tout d'un coup, on nous donne Erasmus pour portion congrue, pour epsilon. Et là, on commence à se dire, mais tiens, il y a un truc qui s'appelle la citoyenneté européenne. Et on n'en est même pas à une citoyenneté de superposition aujourd'hui. C'est pas vrai. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas et c'est sans doute, moi je crois en revanche, un rêve fantastique. Et précisément parce qu'il est abandonné aujourd'hui, je pense qu'il faut, mais il y a une niche, mes amis, il y a une niche fantastique parce qu'il y a un effondrement moral quand même, très fort. Il y a un effondrement moral, il y a un effondrement des rêves. Et cette citoyenneté européenne, pour les jeunes gens, je pense qu'il y a l'euroscepticisme, etc., il est là, mais c'est plutôt un eurocriticisme. C'est-à-dire qu'en gros, il s'agit plutôt de dire l'Europe comme ça ne nous va pas. Donc il y a eu un phénomène d'appropriation des citoyens de l'Europe, sauf que cette Europe-là, ça ne leur va pas. Donc si vous voulez, moi je suis à la fois très pessimiste sur le fait que nous sommes véritablement en danger et en même temps avec le fait que pour la première fois, des agents qui étaient non identifiés sur la place européenne, en tout cas en termes d'influence réelle, la société civile, elle est capable de peser. C'est le cas du 9 mai et d'autres, ce n'est pas spécifique au 9 mai. Mais en revanche, il va falloir faire des choix. Et c'est ce que disait Sylvie, c'est-à-dire que vraiment,
parce qu'il y a de fait une génération sacrifiée. Je ne dis pas qu'il faut continuer de la sacrifier, mais de fait, il va falloir montrer à quel point, sur la jeunesse, sur l'éducation, sur la recherche, sur le droit du travail, pour plus que ce soit un espace concurrentiel délirant. C'est-à-dire qu'il y a là, tout d'un coup, une incarnation sur le vécu qu'il faut effectivement faire converger. Parce que sinon là, de fait, on sera dans l'atomisation. Oui, non, il faut quand même voir que les partis modérés et les gens, et c'est très dommage que le président de la République soit pas là parce que je le lui aurais dit. Regardez les chiffres. Oui, mais moi je serai plus là parce que j'ai autre chose à faire. Regardez, non mais je vais vous amener des choses concrètes. Regardez la baisse de l'apprentissage de la langue allemande. Dany, ça te concerne. De l'apprentissage de la langue allemande à la rentrée dernière en raison de la réforme des collèges. C'est-à-dire que non seulement on n'avance pas, mais on recule. La France a supprimé en 2015 les classes européennes et supprimé le seul dispositif qui maintenait à un niveau correct l'apprentissage de la langue du partenaire. Moi, je vais vous dire, on n'est pas dans une opération simplement de l'impensé, Cynthia. On pense national, on pense étroit, on pense élection, on pense court terme, et c'est pour ça qu'on se plante collectivement. Et il faudrait vraiment... Donc on peut inventer, sincèrement, moi je pense qu'il faut pas dire il n'y a pas de vécu commun. Comme députée européenne, je pense que d'autres l'ont vécu, et quand on va dans les écoles, vous avez des profs qui sont admirables. Ils emmènent 30 mômes à Berlin et au risque d'en perdre un dans le métro, d'avoir les parents qui téléphonent angoissés. Moi, je vois les classes qu'on a invitées à Bruxelles parce qu'il y avait eu des attentats, ils venaient plus, comme s'il n'y avait pas des attentats en France. Enfin, donc, on a une société qui essaye de faire des choses. Là où maintenant je dénonce, franchement, j'accuse les politiques en ce moment de saborder le projet européen. Oui, justement, il y a une table ronde sur la jeunesse juste après, mais effectivement, Joe, on en parlait hier soir, les jeunes, et vous en êtes des magnifiques représentants, sont souvent les premiers porte-drapeaux, les premiers ambassadeurs du projet européen et de l'idéal européen. Simplement, c'est aussi les mêmes qui ne vont pas forcément voter. Je vous rappelle quand même les chiffres de la participation aux dernières élections européennes, 42%, 42,61% pour être précis au niveau européen, 13% en Slovaquie, 18% en République tchèque. Les jeunes sont porteurs de cet idéal européen, mais ils ne l'expriment pas forcément dans les urnes. Donc, comment on peut faire, Joe, tu en parlais hier soir lors de notre dîner, comment on peut faire pour qu'ils soient justement porteurs de ce projet de manière plus concrète? Parce qu'on est très fort pour le diagnostic. Comment concrètement on peut faire? Voilà, Sylvie a tout à fait raison. Moi, je viens de la Sarre, alors de la frontière franco-allemande. Mais je peux vous dire, de plus en plus, on parle anglais là-bas, parce qu'on ne connaît plus la langue du voisin. Moi, j'ai encore appris français. Ça a diminué beaucoup, parce qu'à Bruxelles aussi, on ne parle que de l'anglais. 99%, et quelquefois on dit bonjour, mais à la limite, on parle anglais. Et chez nous aussi, les Lorrains ne savent pas l'allemand, et les Sarrois... Bon, on a une politique maintenant, mais ils ne savent pas le français. Et ça, c'est un grand problème pour l'Europe. On ne peut pas communiquer, sauf qu'on travaille avec une autre langue qui est probablement l'anglais. Voilà, j'ai l'honneur de présider le mouvement européen international qui existe dans 39 pays, pas seulement dans les 28 de l'Union européenne. Et ce qui me fait fascination, c'est que la jeunesse partout est pro-européen. Si je vais à Belgrade, si je vais à Kiev, si je vais même au Caucase, à Tbilissi ou à Bakou, la jeunesse veut appartenir à l'Europe. Elle est internationaliste. Aujourd'hui, avec l'Internet, les jeunes sont internationaux. Et ils sont idéalistes aussi. J'étais à Kiev au Maïdan là, il y a 2 ans, et c'est très émouvant de voir les drapeaux européens. Sur la place de Maïdan. Et quelqu'un, là, un écrivain, a dit, voilà, en Grande-Bretagne, ils ont brûlé les drapeaux européens, et à Kiev, ils ont couvert les morts qui étaient tués par la police avec les drapeaux européens. Quelle différence, hein? Dans un pays, ils brûlent le drapeau européen, et dans d'autres qui n'appartiennent pas encore à cette Europe, une Europe de manière de vivre qui n'a jamais existé.
avec les libertés qu'on a. Et là, il couvert les morts parce qu'ils sont morts pour la liberté, pour la démocratie, pour l'état de droit, tout ce qu'on peut réjouir en Europe. Alors je crois qu'il faut, et j'espère bien que d'aujourd'hui, on va créer un nouveau mouvement européen, pas institutionnalisé, mais personnalisé. On peut, avec les réseaux sociaux, créer un mouvement parce que je crois que les populistes, les nationalistes n'ont pas la majorité. Même pas en Grande-Bretagne. Lorsqu'on voit la participation à un référendum, et maintenant ils sont réveillés trop tard, maintenant ils se font des soucis. Mais je crois, nous, on a la chance de créer un nouveau mouvement européen, et le mouvement 9 mai peut-être est le noyau d'un nouveau mouvement. Bon, le 25 mars l'année prochaine, on va fêter le 60e anniversaire du traité de Rome. Les chefs d'État vont faire un grand sommet avec la feuille de route. Et je vous invite de tous venir à Rome parce qu'on va faire une grande manifestation de la société civile. On prépare une manifestation peut-être d'1 million, au moins de 1100 personnes pour faire pression. Et on a vu que ça travaille. Si la population fait pression, on peut avoir le succès. Et pour la démocratie, qui est le numéro 1 de notre feuille de route, on n'a pas la démocratie européenne, on est au milieu. Et on n'a pas des élections européennes. On a 28 élections nationales pour des personnes qui veulent devenir députés européens. Mais ce ne sont pas des élections européennes. Oui, on a eu 28, voilà, 27. Et Guillaume est tout à fait raison. Il faut aussi des listes transnationales. Et ce que je vous propose, on a eu 2014 les têtes de liste des partis, des familles politiques européens. Martin Schulz pour les socialistes et Juncker pour les autres, et qui était pour les Verhofstadt, pour les libéraux, etc. Danny, malheureusement, pas pour les Verts. Mais voilà, je crois il faut, sur la démocratie et la participation des gens... I want my Danny back. Pour la participation aussi des jeunes, il faut vraiment créer des moments de participation. Quelques-uns parlent de l'élection directe du président de la Commission européenne. Je crois que ça ne marche pas. Mais les candidats doivent être connus avant les élections, dans la campagne électorale. Ils doivent aller dans les pays, ils doivent se présenter avec leur programme. Et à ce moment, les gens ont un choix et pas derrière les portes fermées après les élections comme c'était dans le passé. Danny, justement, faut-il supprimer les partis? C'est the question. Comment renouveler cette classe politique, justement? Je ne parle pas pour vous, toi tu as décidé justement de ne pas te représenter en 2014, mais comment on fait pour retrouver des représentants qui finalement incarnent ce projet d'une manière transverse, peut-être transnationale? C'est quoi ta solution magique? Non, attends, d'abord, j'ai pas de solution magique. Deuxièmement, le problème des politiques, il n'est pas simplement européen. Quand je vois les candidats à l'élection présidentielle en France, vous ne voulez pas me dire qu'on a une capacité à faire émerger des gens innovants, que ça soit à droite, à gauche, en centre, en haut ou en bas. Hein, je veux dire, donc, faut faire attention. Disons, la dégradation des politiques, la dégradation en Europe, les résultats des dégradations nationales. C'est pas, sinon on n'y arrive pas. Moi, je crois que Sylvie a décrit comment on peut parler avec des citoyens. On peut parler de situations concrètes et comment par exemple, on peut s'attaquer à la pauvreté. On peut parler avec des enseignants, avec des jeunes sur comment avoir un vécu commun. La France et l'Allemagne, je sais que c'est difficile, ont réussi quand même à faire un livre d'histoire en commun, ce qui n'est pas facile et qui n'est pas... Voilà, exactement, c'est un instrument extraordinaire parce que le récit
national, on n'arrête pas de nous bassiner là-dessus en ce moment, eh bien d'essayer de faire un récit franco-allemand, et imaginons qu'on essaye, et ça il faut se mettre au travail, je ne dis pas que ça sera facile, mais je dis un récit européen. Pourquoi on dit, voilà, il faut retrouver un récit, un grand roman national. Bon, ceux qui aiment les romans nationaux, très bien. Mais je veux dire, on peut aussi se poser la question comment on réécrit ensemble un roman européen, un récit européen, qu'on débat avec tout le monde. Moi, je dis qu'on arrivera à redonner la parole aux citoyens quand, en tant que citoyen, on prend la parole, on fait un récit et on confronte ce récit avec les citoyens. Là, il y a un échange. Alors, sur les élections, moi, je crois, ça a été dit, il y en a assez, les élections européennes ne sont pas des élections européennes. Ce sont 28, 27 maintenant d'élections nationales où on parle plus ou moins de l'Europe. La plupart du temps, c'est le 3e, 4e ou 5e tour d'une élection nationale. Alors, l'idée qui est développée, d'ailleurs qui a même eu une majorité au Parlement européen, est une idée dont on me dit que c'est difficile, est-ce qu'il faut changer les traités ou c'est pas, Sylvie pourra le dire, mais l'idée, et peut-être que ça peut être la revendication de la grande manifestation en mars, à Rome, de dire, mais pourquoi aux élections européennes, on ne ferait pas une chose très simple. D'un côté, puisqu'on va gagner 73 sièges, les camarades britanniques, ils iront autre part. Donc, on a 73 sièges de libres. Au lieu de les répartir 2 au centre, 3 à gauche, 2 à droite, 4 à droite, etc., et de faire du... Comment ? Et ça serait par État. Oui, ça serait par État. Par État qui répartirait. Au lieu de se poser un casse-tête inutile, que vous ayez 2 sièges de plus en France ou pas, ça n'arrangera rien. On se dit, voilà, aux élections européennes, d'une partie, on va élire les députés comme maintenant, et on fait une circonscription européenne. Et on aura 2 voix ce jour-là. Une voix, on votera pour les centristes français, les sociodémocrates allemands, les je ne sais pas qui, les autres voteront pour les fascistes français, allemands, je ne sais pas quoi, enfin, comme on fait en démocratie. Et deuxièmement, on aurait une deuxième voie avec des listes pan-européennes, c'est-à-dire que ces listes, il y aurait des têtes de liste, ces têtes de liste seraient les propositions des familles politiques pour la présidence de la Commission. Et vous aurez donc des listes des Verts européens, peut-être on inventera quelque chose d'autre que des familles, on inventerait d'autres types de listes et qui seraient avec des personnalités, voilà les personnalités qui pourraient être président de la Commission. Et la liste, c'est la même liste dans toute l'Europe. Et deuxièmement, vous devez avoir au moins, s'il y a 27 pays, des candidats de 14 pays européens pour faire un peu, que ça soit une véritable liste européenne. L'avantage de ça, c'est que ces candidats, oui, les Allemands votent déjà comme ça, mais pour les Allemands, c'est le moins difficile à comprendre qu'on peut avoir 2 voix. Ça fonctionne très bien, c'est très facile, etc. Mais l'avantage, c'est que ces candidats-là, ils ne pourront pas faire une campagne nationale. Parce que vous devez avoir le même discours en France, en Grèce, en Finlande, en Espagne. Alors vous ne pouvez pas raconter les affaires de Sarkozy en Grèce ou en Finlande, ça n'intéresse personne. Je veux dire, donc il faudrait avoir un projet européen. Donc vous aurez un véritable débat européen sur des projets européens différents. Alors, c'est ce que le Parlement européen a proposé il y a quelques mois. Moi, je suis le rapporteur pour la réforme des élections européennes. Je dis que, par réflexe, tous les gouvernements, aussi la France, étaient totalement contre. Et il faut la société civile, il faut vraiment un mouvement des citoyens. On ne va pas arriver à ça avec les gouvernements. Le Conseil
va tuer ça du premier moment. Oui, mais le Conseil, là, on est en train de discuter qu'est-ce qu'on fait avec les citoyens. Donc, ne ramène pas tout de suite le Conseil. Moi, je veux mobiliser les citoyens pour mettre à genoux le Conseil. Je veux vous mobiliser pour cela, c'est bien. Il faut mobiliser nous tous et encore des millions. Autrement, on ne va pas la voir. Danny, avec toi et avec d'autres, on va arriver. Oui, mais est-ce que, parce que tu parles de la grande manifestation à Rome, est-ce qu'on ne peut pas mettre comme un des mots d'ordre de la société civile, nous voulons des élections européennes avec une circonscription européenne, et la proposition existe de mettre ça à l'ordre du jour. Cet après-midi, s'il vient, eh ben ne tendez pas que le président de la République vous raconte pendant 1 heure ce qu'il n'a pas fait pendant 4 ans et demi sur l'Europe, mais qu'il vous demande, lui, pourquoi il ne va pas au Conseil européen pour demander qu'il y ait ces élections et une réforme des élections européennes. Il pourrait, même il n'a pas gagné, il pourrait aller au Conseil européen, il pourrait le mettre sur la table, et Jo Leinen, tu as quand même dans ton parti quelqu'un qui est vice-chancelier de l'Allemagne, il pourrait lui-même mettre sur la table de la chancellerie en Allemagne cette proposition, et on peut trouver des gens comme peut-être Sylvie qui ont certains contacts en Italie, et on pourrait faire... Je veux dire, ce n'est pas perdu, j'ai pas dit que c'est gagné, mais il faut le défendre. Moi, ce qui m'énerve, c'est que dès qu'on a une proposition en Europe, dans n'importe quel pays, on nous arrive, mais le Conseil, aujourd'hui, j'en ai rien à cirer si on n'est pas mobilisé. Si on est mobilisé, eh bien, on a une petite chance. Je dis pas une grande, mais pour cela, il faut aujourd'hui définir quand et comment on peut mettre les responsables politiques devant leur incapacité à penser l'Europe. Merci, voilà. Merci Dany. Oui, Sylvie, vous voulez réagir à ça rapidement, parce qu'on veut juste prendre quelques questions du public. Et on est un tout petit peu... Non, très rapidement, mais pour expliquer quand même la genèse de tout ça. C'était un rapport de Jo Leinen, il se trouve que j'étais le shadow de ALDE. On a eu une discussion constructive où on vous a aussi un peu poussé, les grands partis, pour arriver à ça. Le vrai changement, ce que Dany a dit, c'est que des sièges vont être libérés. Parce que jusqu'à présent, vous vous rendez compte, il fallait demander au pays de sacrifier une partie du contingent national. Donc moi, je suis quelqu'un de pragmatique. Il y a un élément factuel nouveau qui est qu'on n'est pas obligé de répartir ces sièges, ce qui d'ailleurs donnerait lieu à un de ces innombrables pugilats que les États adorent pour calculer le poids d'un quart de Maltais par rapport à un 18e d'Allemand. Donc voilà, on peut essayer pour cette raison-là. Et c'est pour ça, Yo, que moi je compte sur les 2 grands groupes. Nous avons fait le job avec Verhofstadt sur cette affaire. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on arrête de dire qu'on ne peut rien faire. Si le Brexit ne change rien à la manière dont fonctionne la démocratie européenne, c'est que vraiment, on est des abrutis, ok ? On a perdu un État membre parce qu'on n'a pas été capable de convaincre une population. L'heure est extrêmement grave. Donc même la question de savoir si le monsieur qui va venir ce soir a fait quelque chose ou pas pendant les 4 années et demie, c'est irrelevant. L'essentiel. Alors vous savez quand même ce qui est délicieux dans cette affaire-là. C'est délicieux. Parce que les gens qui seront dans la tête de liste, il faudra qu'ils parlent les langues étrangères. Vous ne pouvez pas aller faire campagne à l'étranger dans votre jargon national. Donc c'est ça qui est particulièrement intéressant, c'est qu'on sera pour la première fois amené, et là je suis sûr que les institutions comme celle de Guillaume, et peut-être les télévisions et autres, finiront par retransmettre un débat multilingue entre les chefs de file candidats à la Commission européenne. Donc c'est là qu'on va faire sauter le verrou national. Merci Sylvie. On est un tout petit peu pris par le temps. Et j'ai oublié de rappeler que le hashtag, aujourd'hui c'est hashtag Europanova. Je suis un fan de Twitter, vous le savez, et j'espère que vous tweetez aujourd'hui beaucoup. Il faut porter aussi le message européen par le biais de ce genre de plateforme. 1 ou 2 questions rapidement avant qu'on passe à la deuxième table ronde. Je vois une question ici. Oui, plutôt 3. Rapidement, vous vous présentez s'il vous plaît.
Bonjour, Stéphane Simon. Je fais partie d'un collectif qui s'appelle Démocratie ouverte et qui fédère autour de lui un certain nombre d'innovateurs démocratiques, en majorité dans les startups Civic Tech. Les Civic Tech, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont de jeunes entreprises qui décident de mettre la technologie au service de l'intérêt général et aussi militent pour plus d'inclusion, on va dire, du citoyen dans les politiques publiques. Je pense que ce qu'on voit avec la révolution numérique, c'est qu'elle est porteuse d'un grand espoir. C'est justement de pouvoir inclure plus les citoyens dans les débats, de pouvoir les horizontaliser et distribuer ce pouvoir, qu'il puisse y avoir plus de débats. Je pense que ça serait très intéressant d'avoir un axe de réflexion sur ces nouvelles technologies, car elles permettent, à mon avis, on en parlait à l'introduction, un lien direct entre l'Union européenne et ses citoyens. Trop longtemps, le discours a été intermédié avec les gouvernements nationaux. Ça permettrait justement de créer ce lien. Deuxièmement, une fois que vous avez créé ce lien, vous mettez les intelligences en réseau, les citoyens d'Europe. Vous les laissez débattre justement sur ce qui les intéresse, ce qu'ils veulent voir de l'Europe. Et donc là, quelque part, vous les mettez acteurs du changement. Ils ne le subissent plus, ils en sont le moteur. Et un autre point, évidemment, c'est important, c'est la jeunesse. Le numérique, c'est leur façon de vivre, c'est leur façon d'aimer. On en parlait tout à l'heure, c'est leur façon d'envisager le futur. Grâce au numérique, l'Europe permet d'être un projet d'avenir et permet aux jeunes de s'envisager dans un futur et non plus de regarder dans le rétroviseur. Donc je voulais savoir justement où en sont les réflexions au niveau de l'Union européenne sur ces questions clés à mon sens. Guillaume. D'abord, je veux dire qu'on posera ce soir la question, la proposition que tu as faite, on la posera au président de la République et on verra comment il répond. Et puis deuxièmement, la dynamique qu'on essaie d'enclencher aujourd'hui, c'est, comme Joe l'a dit, réinventer un mouvement civique européen qui puisse peser pour faire écouter notre voix, parce qu'on a la conscience que le Conseil européen ne fera rien s'il n'y a pas une pression populaire. Sur la dimension numérique, dans nos signataires, on a quelqu'un qui s'appelle David Van Reybrouck, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui a essayé un exercice de démocratie participative qui s'appelle le G1000 en Belgique et qui est en train de se déployer dans différents pays européens où l'idée est de mettre des citoyens autour de la table pour discuter des priorités à long terme, pour les sortir du court terme. Parce que quand on est dans le court terme, on regarde son intérêt à court terme, on a besoin de manger, on a besoin de... Mais on ne pense pas à l'intérêt général, on n'arrive pas à se projeter. Donc déjà, il y a une réflexion sur la méthode, c'est-à-dire que ce qu'on discute, même sur le web, il faut que ça nous pousse à nous projeter ensemble et sortir de nos communautés. Et il y a un risque avec les réseaux Internet, c'est qu'on pense dans ses propres communautés. Donc il faut en avoir conscience. Le deuxième retour d'expérience de ce G1000, c'est qu'il faut à la fois la réalité de la discussion et de la rencontre et des outils numériques en complémentarité. Parce que si on n'a que les outils numériques, on n'a pas ce qui fait l'âme de l'humanité, c'est-à-dire l'échange, le dialogue, le face-à-face. On n'a pas du tout le même sentiment de responsabilité. Sur ces bases, dans le cadre du mouvement du 9 mai, on est en train de travailler, et David en a pris le lead, et il va nous faire une proposition qu'on va discuter, j'imagine, avec Dany, avec Lennart, avec tous ceux qui veulent en discuter, sur une sorte de processus continu démocratique qui permettrait aux citoyens, en mobilisant à la fois des conventions civiques et des plateformes numériques, d'arriver à se penser ensemble et définir les priorités collectives pour le moyen long terme, et de voir aussi comment on articule entre le niveau national et le niveau européen. C'est-à-dire que c'est bien de dire il faut faire ci, il faut faire ça, mais il faut aussi avoir un discours de réalité. C'est qu'est-ce qui peut être fait au niveau national, qu'est-ce qui peut être fait au niveau... Et concrètement, comment on fait pour que ça se passe. C'est l'angle sur lequel on travaille. Et bien sûr, toute l'expertise que vous pouvez avoir au niveau de démocratie ouverte, votre association de start-upers, je ne sais pas si elle est française ou si elle est européenne, elle est éminemment bienvenue. Et vous pouvez nous rejoindre et apporter vos savoir-faire. Mais je pense qu'il faut tenir compte des retours d'expérience qu'on commence à avoir. En Irlande, il y a un processus participatif pour réinventer la Constitution. Les expériences dont j'ai parlé, elles sont testées aujourd'hui concrètement, à la fois par les gouvernements et puis par des municipalités ou des régions au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Belgique. Et notre idée, c'est de voir si on ne peut pas faire, dans le cadre
de cet anniversaire du traité de Rome aussi une proposition très concrète qui ne nécessite pas un changement de traité pour créer une démocratie continue dans l'Union européenne. Donc vraiment, c'est notre ambition. Merci et on va Guillaume. aller dans ce sens-là. Il faut vraiment. On avait commencé avec un quart d'heure de retard, donc voilà, une femme. Je veux, voilà, des femmes aussi, pas que des hommes. Là-bas au fond, tout au fond, on va donner la parole tout au fond. Est-ce que quelqu'un peut apporter un micro? On va prendre 2-3 questions, mais je vous demande vraiment d'être très très bref. Où sont les micros? On va se développer. On va prendre des... Voilà, hop. Non, parce que sinon on va pas entendre. Ouais. Bonjour à tous. Je suis Sandra Barry. Je suis juriste en droit européen et je suis actuellement en recherche d'emploi. Donc voilà. Vous avez abordé, je vais être très simple. Vous avez abordé le mot pauvreté, jeunesse et démocratie. Moi, je me pose simplement une question. Pour avoir notamment effectué un stage à la Commission européenne, je reproche beaucoup le problème de communication de l'Union européenne. C'est très lisse. C'est à chaque fois l'Union européenne fait ci, fait ça, mais on n'a pas de résultat. On attend. Donc, je voudrais savoir comment allez-vous faire pour communiquer mieux à la jeunesse, comme vous dites, et à toute la jeunesse, à savoir ceux qui sont issus aussi des quartiers, des banlieues, et qui n'ont pas forcément accès à des grandes écoles, mais qui sont pour autant pro-européens, comme mon cas. Merci pour votre question. Une autre question, s'il vous plaît. Oula, quelqu'un de motivé au milieu de la salle. Et après, on arrêtera là, malheureusement, je suis désolé. Il y aura d'autres occasions de poser des questions. Ouais, c'est ça. Bonjour, je suis membre du club de l'Europe Place et l'Institut d'innovation financière. Voilà. Je pose des questions à 3 personnes. À l'adresser la première question, c'est à Madame Fleury. Parce que la semaine dernière, je suis allé dans une réunion au ministère du Travail. Statistiquement parlant, en France, il y a beaucoup d'enfants défavorisés. Au moins 45% qui ont le diplôme de bac, mais pas des diplômes supérieurs. En plus, certains, ils sont en chômage, ils n'ont pas trouvé de travail depuis quelques années. Oui, oui. Deuxième question. Je vais poser à Madame Sylvie. Non, une seule question, excusez-moi, je suis obligé de couper. Monsieur, avec le pull bleu, vous avez levé la main. Non, mais sinon on va pas y arriver. Est-ce que les hôtesses peuvent passer les micros, s'il vous plaît, pour qu'on gagne du temps? Donc bonjour, je suis un élève à l'école des mines, je suis franco-allemand, donc profondément européen. Et ma question, c'est, ces derniers mois, on a beaucoup entendu des accords avec l'Amérique du Nord, donc de libre-échange. On a eu l'impression que le peuple européen était largement contre et que certaines institutions poussaient plutôt pour le pour. Et donc il y a eu une énorme frontière entre l'opacité du système européen et la volonté peut-être du peuple de participer, de comprendre ce qui se passait. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il y ait de meilleurs échanges entre ceux qui décident et ceux qui aimeraient bien en savoir plus. Merci beaucoup. Sylvie, une réaction? C'est un sujet énorme, le sujet des accords transatlantiques. Il y aura probablement ici des gens qui sont d'un avis différent. Mais ça me permet de faire une remarque plus générale. Moi, je crois qu'il faut quand même arrêter de dire qu'en gros, tout le système représentatif est foireux et que c'est une forme de démocratie directe, même numérique, qui va permettre de faire les bons arbitrages. Et c'est une réponse à votre question. Parce que vous avez à arbitrer entre des intérêts divergents à l'intérieur de nos pays. Par exemple, la France a toujours placé avant tout le reste dans les accords commerciaux la défense du secteur audiovisuel. Je n'ai strictement rien contre le secteur audiovisuel. Mais c'est griller des cartouches qu'on ne peut pas utiliser pour d'autres secteurs. Donc, qui fait cet arbitrage déjà au plan national? Parce que vous dites qu'il y a opacité européenne. J'aimerais bien savoir comment est définie la position de chacun de nos pays en matière commerciale et les arbitrages entre les différents secteurs. Et la bonne vieille démocratie représentative, avec tous ses défauts, et je ne dis pas ça parce que provisoirement je suis au Parlement européen jusqu'à ce que les électeurs m'en chassent, c'est que malgré tout, il peut y avoir un effort pour pondérer des exigences contradictoires entre, par exemple, tout simplement, importation et exportation. Moi, je vais sur le terrain, j'entends la propagande éhontée de l'extrême gauche et de l'extrême droite qui laisse entendre en quelque sorte que l'argent pousse sur les arbres
et que la fermeture va apporter la richesse. Eh bien, j'aimerais bien qu'ils me disent comment. Quand vous avez des dizaines de milliers d'emplois qui dépendent des exportations, vous ne pouvez pas fermer les frontières. Vous ne pouvez pas exporter des Airbus, vous ne pouvez pas exporter du vin, vous ne pouvez pas exporter des produits de luxe pour prendre ce que la France exporte, par exemple. Donc, on a besoin, bien évidemment, d'entendre les inquiétudes populaires, de faire la liste des choses sur lesquelles on n'est pas prêt à céder, que ce soit en matière de normes alimentaires, que ce soit en matière de normes environnementales, etc. Mais il faut aussi cesser, en Europe, que les citoyens se comportent comme des enfants gâtés. C'est-à-dire qu'ils veulent tous les avantages, mais jamais les contraintes. Quand on conclut un accord avec d'autres, on fait des concessions aux autres. Et quand on met en cause l'opacité, ayant commencé ma carrière au Quai d'Orsay, ça me fait doucement rigoler. D'ailleurs, si vous regardez ce qui se passe avec le Brexit, c'est très intéressant. La négociation d'accords internationaux est une prérogative de l'exécutif dans la démocratie. Le contrôle qui est effectué par les parlements est un contrôle qui est un contrôle ex post, à la fin, par le biais de l'autorisation de ratification. On peut trouver que ce système n'est plus adapté au temps moderne, mais alors qu'il ne soit plus adapté ni au niveau national ni au niveau européen. Parce qu'en ce moment, on est en train de dire au niveau européen, c'est scandaleux, on ne connaît pas les positions de négociation. Mais où est-ce qu'on a vu une négociation où le négociateur abat toutes ses cartes sur la table? C'est complètement ridicule, si on fait ça, on est mort. Donc, ce qu'il faut, c'est aussi avoir cette exigence au niveau national. Et je ne sais pas si vous avez observé sur le Brexit, c'est très amusant, puisque là, il commence à dire, Madame May n'arrête pas de dire, on ne peut pas abattre nos cartes, on ne peut pas dire ce qu'on va faire, on ne peut pas aller au Parlement, c'est pas Westminster qui peut décider, ce qui est infiniment pire que ce qu'on fait au niveau européen. C'est ce que disait Dany tout à l'heure, on n'arrête pas de reprocher à l'Europe des trucs, mais au niveau national, on n'essaye pas non plus franchement d'améliorer les choses. Donc vous avez raison, il y a un enjeu majeur, il faut qu'il y ait un débat, et il faut aussi se méfier de la propagande venant de pays tiers, qui est en train de, très sincèrement, influencer l'opinion publique en Europe de manière très grave. Et je parle, pour ne pas la nommer, de la Russie. Merci. Merci beaucoup. Très rapidement, 2 réactions, Cynthia et Joe. Oui, une réaction sur la démocratie numérique. Il est clair que c'est un enjeu considérable d'avancer vers ce que d'autres appellent l'open government, l'open source, c'est-à-dire cette obligation déjà de faire de la data publique, c'est-à-dire de mettre à disposition les textes, ce que fait assez bien la Commission, mais mettre à disposition des textes, ça suffit pas. Il faut les expliciter, faut les rendre, entre guillemets, faut les faire parler, il faut les interpréter. Donc tout ça, c'est tout un travail de véritablement de convertibilité, entre guillemets, des données de la data publique. Une chose qui est assez extraordinaire, on l'oublie, l'Europe n'est pas première pour les brevets, elle est première pour les Fab Labs, par rapport au monde entier. Et qui est le premier pays européen premier des Fab Labs? C'est la France. Donc je veux dire, il y a une technicité en France sur cette capacité de démocratie numérique, même s'il y a un coût d'accès assez fort, parce qu'il faut être quand même plutôt formé, donc il faut aussi avancer sur cette alphabétisation-là, mais c'est un enjeu considérable, ça sera, comme disait Saint-Simon, l'administration des choses de cette fameuse démocratie. Et précisément pour qu'elle ne soit pas directe. Je ne crois pas en la démocratie directe, je crois en la démocratie délibérative. Donc la démocratie délibérative, c'est qu'il faut organiser ces espaces de délibération. Il faut créer des cycles dans les moments pour que ce qui est pensé à un moment donné, c'est pas ce qui arrive à la fin, etc. On n'est pas que dans de l'épidermie. Donc tout ça, nous l'avons à construire. Le G1000, c'est quelque chose de tout à fait édifiant pour ça. C'est très intéressant. Donc il faut continuer à faire ça. Et c'est vrai que très souvent, on travaille trop, encore une fois, les structures, les ONG de démocratie participative ou numérique ne sont pas encore trop européennes, parce que c'est plus compliqué, parce que c'est des problèmes de langue, etc. Donc ça, c'est un enjeu considérable. Juste un dernier point. Comment dire, tous les quartiers, tous les jeunes qui ne sont pas, comment dire, dans les grandes écoles, etc. On a fait et on fera encore avec Europa Nova. On est allé souvent dans les lycées avec, comment dire, les présidents de l'Assemblée nationale, les députés européens, etc. Donc on est allé sans cesse activer ces réseaux-là. On ne le fait pas assez. Il faut le faire encore plus. Et puis avoir accès aux arbitrages, c'est absolument déterminant. Ça aussi, ça renvoie à un nouvel exercice de tiens, comment on participe au niveau européen. Et pour le coup, la question du TAFTA, on a vu que vous nous demandez comment peser. Mais c'est très simple. La démocratie, ce ne sont pas des droits. Ah bon? Non. La démocratie, ce sont des conditions de possibilité pour avoir des droits. C'est-à-dire que si vous n'utilisez pas les outils pour obtenir ces droits, vous n'en aurez pas. Voilà, c'est très simple.
Voilà, je suis tout à fait d'accord avec Madame que l'Union européenne a besoin d'un plan pour la jeunesse. Il faut adresser la jeunesse en Europe et élargir la garantie jeunesse qu'on a commencé pour la qualification, surtout dans les professions nouvelles, où on est déficitaire, mais aussi pour l'accès au travail. Un plan jeunesse, on a dit dans notre proposition Erasmus pour tous les jeunes, pas seulement pour l'élite, mais en plus pour les autres. Et troisièmement, je crois, et j'ai dit ça hier soir, John F. Kennedy en 1964 a dit au peuple américain, nos jeunes doivent faire un Peace Corps, ils doivent aller au dehors avec leur idéalisme et aider pour des catastrophes et des choses humaines de toutes sortes. Et mon rêve est aussi que l'Europe va créer un service européen volontaire pour la jeunesse. Je vois les millions de réfugiés. Pourquoi pas, avec un budget européen, engager la jeunesse, d'aider tous ces gens qui sont dans la misère. Et je crois que l'idéalisme peut être engagé et l'Europe doit devenir visible. Ça doit devenir visible au dehors des institutions à Bruxelles. Merci Jo. Dany voulait dire un dernier mot, tout petit. Oui, tout petit. Tout ça, ça veut dire que quand même, à un moment, il faudra se poser la question du ridicule budget européen. Parce que 1% du PIB, c'est de la folie. Donc tout ce qu'on veut faire, multiplié par 5, par 10 Erasmus pour tout le monde, c'est le minimum. Donc la réalité du vécu en Europe, eh ben, il faut le financer. Un service civil européen des jeunes pour accueillir les réfugiés et ne pas attendre que les gouvernements 18, il y a Gézine qui fait des propositions, des villes, il y a des villes dans toute l'Europe qui sont prêtes, hein, en Pologne, même en Hongrie, etc. Comment le faire, comment l'Europe? Mais il faut un budget européen. Donc à la fin, hein, le marqueur de est-ce qu'on pense vraiment à l'Europe, c'est qu'il faut faire exploser ce 1% du budget du PIB pour le budget européen. Je vous dis simplement, le budget fédéral américain, c'est 27% du PIB américain. Donc, je ne demande pas 27, je demande 4% du PIB européen. Hein, 4% du PIB européen, vous changez la donne. Mais ça, il faut le dire quand même. Merci beaucoup à tous pour à la fois votre participation lors de ce panel. On est juste dans les temps par rapport à l'heure qui nous était consacrée. On est un petit peu en dehors par rapport au retard qu'on a pris ce matin, donc on ne l'a pas rattrapé malheureusement. Mais les échanges étaient très, très, très enrichissants, je pense, et merci pour vos questions. Si tu ramènes la taille de flop, je sais pas.